Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Audi Connect. Déjà, bienvenue à tous encore une fois. Le thème portera précisément sur la maîtrise des principes fondamentaux de la cybersécurité. Alors, le webinaire est assez particulier car il s'agit du tout premier webinaire du domaine de sécurité, précisément de cybersécurité. Tout premier webinaire et pas le dernier, bien évidemment. C'est le début d'une série de webinaires dans le domaine. Pour ce faire, nous essayerons de toucher d'une façon délicate, si on peut le dire ainsi, les notions fondamentales qui sont bien évidemment des rappels pour des initiés du domaine et une base pour bien débuter dans le domaine pour des nouveaux et des curieux. Alors, Audi Connect, qui est le réseau des professionnels risque conformité, Audi s'est donné pour mission à travers des podcasts, des webinaires comme celui-ci, des vidéos et des conférences, d'accompagner les personnes physiques et morales dans la promotion et dans le développement de leur stratégie. Bien évidemment, pour promouvoir la valeur ajoutée au sein de ces derniers. Quant à IPE Formation, quant à lui, est un partenaire étroitement lié à Audi Connect, qui offre des services de formation pour des individus et pour des entreprises dans divers domaines, notamment la cybersécurité, la sécurité des systèmes d'information, l'audit, la conformité, les risques, les fraudes, les finances et bien d'autres catégories. Bien sûr, je vous invite à visiter le site ipeonline.net pour pouvoir découvrir le catalogue de formations que c'est que ce centre met à votre disposition. Vous pouvez aussi contacter le service client via le numéro qui est ci-dessous ou les écrire par mail. Alors, maîtriser les principes fondamentaux de la cybersécurité, c'est une thématique assez précise, si on peut le dire ainsi. Mais toutefois, nous avons essayé de ne pas seulement nous limiter à elle, parce que le webinaire aurait été un peu trop limité ou trop sec. Alors, politesse voudrait qu'avant de continuer, je puisse me présenter. Je m'appelle Madi Aligarba. Comme vous pouvez le voir, je suis consultant en sécurité des systèmes d'information au sein du cabinet Global Elite Conseil. Et je suis responsable informatique dans le centre de formation IPE. Bien évidemment, je suis développeur d'applications aussi, il n'est pas mentionné là, mais je tenais quand même à le préciser. Je suis un développeur d'applications de base et c'est de là que la passion et la curiosité pour le secteur de la cybersécurité et des systèmes d'information sont nées. Bien sûr, à mon actif dans le domaine de la cybersécurité, je dispose de 3 certifications à l'heure actuelle, dont la première est le CCSP, qui est une certification de la sécurité des systèmes d'information, Certified Cyber Security Professional, et de 2 certifications, notamment le CISSO et le CISSM, qui sont des certifications de la cybersécurité. Toutes les trois sont délivrées par GECB. GECB qui est une plateforme qui délivre des certifications internationales. Et je vous invite pour des curieux à visiter cette plateforme-là pour pouvoir découvrir le catalogue de certifications qu'ils mettent à votre disposition. OK. Nous commencerons d'entrée de jeu par une introduction à la cybersécurité. Introduction qui se détachera en 2 sous-parties, dont la définition de la cybersécurité, bien évidemment, l'importance de la cybersécurité dans le monde numérique actuel. Ensuite, en second point, les principes de base de la cybersécurité qui est le cœur même de la thématique du webinaire.
les principes de base de la cybersécurité. Nous verrons donc les différents principes en essayant du mieux possible de détailler sans toutefois aussi se perdre dans les explications pour faire durer un peu plus le webinaire. Ensuite, nous verrons les meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Dans ces meilleures pratiques-là, on verra bien évidemment toutes les méthodes pour pouvoir renforcer de façon directe et indirecte la sécurité, que ce soit pour un individu ou pour une entreprise. Ensuite, nous verrons les risques spécifiques de la cybersécurité. Dans ces risques spécifiques de la cybersécurité, nous n'aborderons pas notamment tous les risques, mais nous essayerons de faire un récap ou bien d'énumérer quelques risques de la cybersécurité comme le phishing, les attaques par admin des services et autres. Ensuite, nous parlerons de la gestion des incidences. Nous essayerons de voir un peu la gestion des incidences de sécurité, la détection des réponses, les plans d'intervention, le rôle de la sensibilisation de la sécurité dans la gestion des incidences. Et pour terminer, nous sortirons de là par la cybersécurité et le futur. Nous verrons l'importance de l'innovation et de la vigilance continue, la protection de la vie privée dans le monde numérique en évolution. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer en scène avec la première partie qui est l'introduction à la cybersécurité. La cybersécurité, également appelée sécurité informatique ou sécurité des technologies de l'informatique, fait référence à l'ensemble des pratiques, des technologies, des politiques et des mesures mises en place pour protéger les systèmes d'informatique, les réseaux, les données et les informations contre les menaces, les attaques et les intrusions malveillantes. Son objectif est d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données numériques, ainsi que de prévenir tout dommage potentiel causé par les cyberattaques. Bien évidemment, elle englobe une vaste gamme de domaines techniques et des concepts. De là, on peut citer la protection contre les virus, la sécurité des réseaux, la gestion des identités et des accès, le chiffrement, l'authentification à 2 facteurs et bien d'autres. Alors, l'importance de la cybersécurité dans le monde numérique actuel. La cybersécurité revêt une importance assez capitale dans le monde numérique en raison de son omniprésence des technologies de l'information et de la communication dans tous les aspects de notre vie. Nous allons voir en détail quelques notions qui garantissent ou qui mettent en avant vraiment l'importance de la cybersécurité. En premier point, nous verrons la protection des données personnelles. C'est la prolifération des services en ligne. Nous partageons constamment des informations personnelles telles que nos coordonnées, nos habitudes de navigation, des achats en ligne. C'est plus ou moins clair que si ces données tombent entre de mauvaises mains à cause des failles de sécurité, elles peuvent entraîner des dommages assez conséquents tels que des vols d'identité, des fraudes et des abus. Nous pouvons faire un feedback en arrière, en particulier en 2017, où une société américaine de crédit a subi une cyberattaque qui a exposé les données personnelles de plus d'une centaine de millions de personnes, entraînant une violation majeure de la vie privée et des risques accrus de vol d'identité. Ensuite, la protection des infrastructures critiques. Alors là, les infrastructures essentielles telles que les réseaux électriques, bien évidemment, les réseaux de transport, les services de santé, les services financiers sont de plus en plus connectés.
on fait qu'avancer, nous faisons qu'avancer de jour en jour dans l'évolution de la technologie et les entreprises ne peuvent plus se passer d'être connectées pour pouvoir vraiment donner le plein potentiel de leurs activités. Ce qui, ipso facto, les met plus ou moins aussi à découvert si ces derniers-là ne prennent pas des mesures. Ils sont vulnérables aux attaques cybernétiques qui pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour la société. C'est le cas en 2015 de l'Ukraine qui a subi une cyberattaque coordonnée qui a entraîné une panne d'électricité dans plusieurs régions du pays, touchant environ 230 personnes et mettant en évidence les risques liés à la vulnérabilité des infrastructures critiques. Pour dire que si eux, ils ont été frappés aussi fortement, personne n'est plus ou moins à l'abri de ces derniers-là. Ensuite, nous verrons la sécurité des entreprises. En troisième point, les entreprises dépendent de plus en plus d'un système informatique pour leurs opérations. Ça, c'est une réalité. Leur gestion de données et leur communication. En cas de violation de sécurité, elles risquent de perdre des données sensibles, extrêmement sensibles, de subir des perturbations dans leurs activités et de nuire considérablement à leur réputation. Nous pouvons encore prendre comme exemple une entreprise en 2020, notamment une société de logiciels de gestion informatique qui a été victime d'une cyberattaque sophistiquée. Attaque qui a permis aux pirates d'accéder au système de ses clients et des agences gouvernementales sans toutefois négliger les entreprises du secteur privé. Voyons ensuite la protection de la propriété intellectuelle. Les entreprises et les organisations investissent des ressources considérables dans des recherches, le développement et la création des propriétés intellectuelles telles que les brevets, les marques déposées et les secrets commerciaux. Les cyberattaques peuvent compromettre les actifs précieux et nuire à la compétitivité économique. C'est le cas de Sony Pictures, qui a été victime en 2014 d'une attaque informatique massive qui a entraîné le vol et la diffusion de données sensibles, y compris des films non encore diffusés et des courriers confidentiels. Nous pouvons voir que tous ces exemples démontrent clairement que la cybersécurité est essentielle pour protéger notre vie privée, notre sécurité, nos infrastructures critiques, nos entreprises et notre économie dans le monde numérique actuel. La mise en place de mesures solides de cybersécurité est donc cruciale pour prévenir des attaques, détecter des incidences et d'atténuer les conséquences dommageables des attaques cybernétiques. Alors, à second point, nous verrons les principes de base de la cybersécurité. Les principes de base de la cybersécurité sont toutefois essentiels pour protéger les systèmes informatiques et les données des menaces en ligne. Voici les principes, si je puis me permettre, les principes de la cybersécurité. En premier point, nous verrons la confidentialité. Alors, la confidentialité consiste à garantir que les données sensibles sont protégées contre l'accès non autorisé, empêchant ainsi leur divulgation à des personnes non autorisées. Lorsque vous utilisez une application de messagerie qui utilise le chiffrement, vos messages sont bien évidemment transformés en des formats illisibles pour toute personne qui pourrait les intercepter. On ne pourrait pas, comment dire, WhatsApp, c'est bien évidemment vanté de ce système-là lors de ses débuts.
Et d'après ce qu'ils disent, les messages sont bien évidemment cryptés de l'émetteur vers le destinataire. En second point, nous verrons l'intégrité. Elle assure que les données restent exactes, cohérentes et non altérées au cours du stockage, de la transmission, du traitement. Un système de gestion de base de données, par exemple, peut utiliser des fonctions de hachage pour stocker des empreintes numériques des données. Lorsqu'une donnée est modifiée, le hachage est également modifié, signalant ainsi une altération des données. La disponibilité. La disponibilité garantit que les systèmes et les données sont accessibles et opérationnels quand ils sont nécessaires. Bien évidemment, la plupart des entreprises de nos jours, notamment les entreprises que nous fournissent en hébergement cloud, ne peuvent pas se passer de ce principe si la disponibilité via la redondance des serveurs. Une entreprise peut utiliser des serveurs redondants pour assurer la disponibilité continue de ses services en cas de panne d'un serveur principal. Ensuite, nous verrons l'authenticité. L'authenticité concerne bien évidemment l'identification et la vérification des utilisateurs, des systèmes, des données pour s'assurer qu'ils sont légitimes et non falsifiés. Nous pouvons essayer de prendre par exemple l'authentification à double facteur ou à deux facteurs qui impose à un utilisateur qui voudrait se connecter à un compte lambda de pouvoir, bien évidemment, après avoir inséré les identifiants de connexion, de pouvoir confirmer cette connexion-là via l'intervention ou bien la présence tiers d'un deuxième facteur, notamment les applications comme Google Authentificate. Bon, nous verrons en second point la non-répudiation, qui est la non-répudiation empêche un expéditeur de nier l'envoi des messages ou une action effectuée en ligne. Nous pouvons prendre comme exemple les signatures numériques. Lorsqu'un document est signé numériquement, il lie l'identité de l'expéditeur au document, rendant difficile pour l'expéditeur de nier l'avoir signé. On peut prendre par exemple le cas de, nous retrouvons notamment plusieurs plateformes qui nous fournissent déjà ces services-là. Ça toutefois m'attarder, je vais passer au dernier point qui est la sécurité en couche. Alors la sécurité en couche ou défense en profondeur utilise plusieurs niveaux de sécurité pour protéger les systèmes, les données et les utilisateurs afin de réduire les risques de vulnérabilité. Nous pouvons notamment parler des pare-feux, des antivirus, des contrôles d'accès. En utilisant une combinaison de pare-feux, d'antivirus et de contrôle d'accès, une organisation renforce la sécurité en ajoutant plusieurs barrières pour se protéger contre les menaces. Alors, à la fin de cette partie, nous pouvons dire que ces principes de base de la cybersécurité sont fondamentaux pour prévenir et pour répondre aux attaques et aux incidents de sécurité. En les mettant en œuvre de manière appropriée, les organisations et les individus peuvent renforcer leur posture de sécurité en ligne. Le chapitre suivant, les meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Alors, les meilleures pratiques en matière de cybersécurité, nous pouvons voir notamment les mots de passe solides et les authentifications à double facteur, les mises à jour et les patchs de sécurité, les sauvegardes régulières de données cruciaux et bien d'autres. Sans toutefois tarder, nous commençons par les mots de passe solides et les authentifications à double facteur. Mots de passe solides et authentification à double facteur sont deux pratiques
sont deux pratiques essentielles en cybersécurité pour renforcer la sécurité des comptes et des systèmes en ligne. Nous pouvons notamment commencer par les mots de passe solides. Un mot de passe solide est un mot de passe complexe composé d'une combinaison de lettres, de majuscules et de minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. C'est une méthode ou bien cette alternative pour pouvoir sécuriser son compte. Les raisons de son utilisation peuvent être de plusieurs facteurs. Elle protège notamment contre des attaques par force brute. Des mots de passe solides rendent plus difficile pour des attaquants de deviner les combinaisons possibles en utilisant des logiciels automatisés. On pourra aussi dire qu'elle réduit les risques de compromission. Bien évidemment, les mots de passe solides rendent moins probable le fait qu'un mot de passe puisse être deviné par des attaquants ou par des techniques d'ingénierie sociale. Nous pouvons voir la sécurité des informations personnelles. L'utilisation de mots de passe solides aide à protéger les informations personnelles et confidentielles stockées dans des comptes en ligne. Et elle permet aussi de renforcer la défense en profondeur en combinant des mots de passe solides avec d'autres mesures de sécurité pour créer une défense en profondeur plus robuste contre les attaques. Bien évidemment, les mots de passe solides c'est un système qui est plus ou moins de nos jours imposé par certaines entreprises car on s'est rendu compte que beaucoup de personnes, notamment des personnes qui n'ont pas l'habitude de fonctionner avec le matériel informatique, ces derniers-là, si on ne les impose pas d'insérer ou bien de mettre un mot de passe assez conforme et robuste, ils se contentent tout simplement de mettre le mot de passe le plus simple possible et un mot de passe dont ils se souviendront le plus vite. En second point, nous verrons l'authentification à double facteur. L'authentification à double facteur, quant à lui, est une méthode de sécurité qui exige deux formes d'identification avant d'accorder l'accès à un compte. En plus du mot de passe, l'utilisateur doit fournir une deuxième preuve d'identité, souvent sous forme d'un code unique envoyé sur un appareil de confiance. Par exemple, un smartphone. Le plus souvent même, c'est un téléphone via des applications, des applications qui ont été créées à cet effet-là. Elle permet de renforcer la sécurité des comptes en ajoutant une couche supplémentaire de protection et en exigeant une preuve d'identification, une preuve d'identité supplémentaire au-delà du mot de passe. Elle prévient les accès non autorisés. Même si un mot de passe est compromis, l'accès au compte est toujours protégé par la deuxième forme d'identification. Elle protège contre des attaques des cybercriminels. En effet, elle rend difficile pour les attaquants de compromettre un compte en utilisant une technique de phishing car ils auraient besoin de l'accès à l'appareil de l'utilisateur. L'utilisation à double facteur ou à facteur multiple. Elle utilise différents facteurs d'authentification tels que vous savez, mot de passe, quelque chose que vous avez, téléphone, ou quelque chose que vous êtes, empreinte digitale, pour une sécurité encore plus forte. En combinant des mots de passe solides pour l'authentification à deux facteurs, vous augmentez considérablement la sécurité de vos comptes et réduisez les risques de compromission, ce qui est particulièrement important compte tenu de la fréquence croissante des attaques cybernétiques et des violations de données. Alors, le deuxième point des meilleures pratiques
nous verrons la mise à jour des patchs de sécurité. Un patch de sécurité est une mise à jour logicielle conçue pour corriger des vulnérabilités ou des failles d'identité dans un programme. Un exemple d'exploitation, une application ou un firmware. Alors, ces vulnérabilités sont des points faibles qui pourraient être exploités par des cybercriminels ou des attaquants pour accéder illégalement à un système ou compromettre la sécurité des données. L'objectif principal d'un patch de sécurité est de combler ces failles en appliquant des corrections, rendant ainsi le logiciel ou le système plus robuste et résistant aux attaques. C'est le cas, par exemple, de notre système d'exploitation Windows qui, chaque jour, pour certains qui ne le connaissent pas, chaque jour nous, nous apporte ou nous impose des mises à jour système, mises à jour qui sont à 95%, si je peux le dire ainsi, des mises à jour pour renforcer la sécurité de leur système d'exploitation. Ce qui montre essentiellement l'importance plus ou moins capitale de pouvoir mettre à jour ces patchs de sécurité-là et répondre à de nouvelles menaces ou dès qu'ils découvrent une vulnérabilité. Autant que les cybercriminels mettent à jour leurs méthodes d'attaque, autant nous devons mettre à jour nos patchs de sécurité pour pouvoir être sur la même longueur d'onde et pour pouvoir contrer les différentes attaques qui pourront subvenir à l'avenir. Alors, en troisième point, la sauvegarde régulière des données critiques. La sauvegarde régulière des données critiques est une pratique cruciale en cybersécurité pour assurer à des entreprises et la récupération en cas d'incidents tels que des attaques de malware, des pannes matérielles et des erreurs humaines ou des catastrophes naturelles. Comme sauvegarde, nous pouvons voir l'importance de la sauvegarde de données régulières, l'importance de la sauvegarde régulière des données en cas d'attaque de malware ou d'autres incidents. La sauvegarde régulière des données permet de restaurer les informations perdues ou corrompues, minimisant ainsi les perturbations opérationnelles. Les erreurs humaines, les défaillances matérielles et les accidents peuvent entraîner la perte de données. Les sauvegardes régulières offrent une protection contre ces risques-là. De nombreuses réglementations exigent que les entreprises conservent et protègent leurs données. La sauvegarde régulière peut aider à répondre à ces exigences. La perte de données critiques peut entraîner des coûts élevés en termes de récupération de temps, d'arrêt et de perte de réputation. Les sauvegardes régulières encore réduisent ces risques. Nous voyons aussi la mise en œuvre efficace de la sauvegarde. Dans la mise en œuvre efficace de la sauvegarde, nous pouvons identifier les données critiques à sauvegarder, y compris les bases de données, les fichiers importants, les configurations système, établir un calendrier de sauvegarde en fonction de la fréquence de mise à jour de ces données. Nous pouvons utiliser des solutions de sauvegarde adaptées aux besoins propres. Les options incluent des disques durs externes, des serveurs de sauvegarde, des services de stockage cloud sécurisés, bien évidemment. Nous pouvons automatiser le processus de sauvegarde pour éviter les outils humains, assurer que les sauvegardes s'exécutent régulièrement et sans intervention manuelle. S'assurer que les données sauvegardées sont chiffrées pour empêcher l'accès non autorisé en cas de vol ou de compromission. Ou alors vérifier régulièrement que
Les sauvegardes peuvent être restaurées avec succès. Sauvegardes inutiles si elles ne peuvent pas être utilisées pour récupérer les données. On peut encore surveiller les processus de sauvegarde pour détecter les éventuels échecs ou problèmes. Réagir rapidement aux problèmes de sauvegarde. La sauvegarde régulière de données est une partie essentielle, comme on peut le voir, d'une stratégie globale de cybersécurité, car elle assure la continuité des opérations et aide à minimiser les risques liés à la perte de données critiques. Nous pouvons voir en dernier point de ce chapitre l'utilisation des logiciels d'antivirus et de pare-feu. Les logiciels d'antivirus et de pare-feu sont deux composants essentiels de la cybersécurité pour protéger les systèmes informatiques et les réseaux contre les menaces en ligne, notamment les attaques des hackers, les violations de données. Comment fonctionnent ces deux types de logiciels et comment ils contribuent à renforcer la sécurité? Nous pouvons voir les logiciels d'antivirus qui ont été conçus pour détecter, prévenir et éliminer les logiciels malveillants tels que les virus, les chevaux, le cheval de Troie, les vers, les logiciels espions présents dans notre ordinateur et bien d'autres. Pour ce faire, ce dernier analyse les fichiers et les programmes à la recherche de signatures connues. Si une correspondance est trouvée, le logiciel est identifié et mis en quarantaine ou supprimé. Les logiciels antivirus utilisent des méthodes heuristiques pour identifier des modèles de comportement suspects ou des caractéristiques similaires à celles des malwares, même s'ils n'ont pas de signature connue. Les bases de données des antivirus sont régulièrement mises à jour pour inclure de nouvelles signatures de malware, ce qui permet de protéger contre des menaces émergentes. Ces derniers offrent une protection en temps réel, surveillant activement les activités du système pour détecter et bloquer des menaces en temps réel. Nous verrons aussi le pare-feu. Pare-feu qui est une barrière de sécurité entre un réseau informatique interne et des réseaux externes comme le web. Il contrôle les flux de données entrant et sortant, filtrant des connexions non autorisées et protégeant les systèmes contre des attaques. Comment est-ce qu'il fonctionne? Le pare-feu peut restreindre l'accès aux ressources du réseau en fonction de l'adresse IP, du port ou d'autres critères. Il peut aussi examiner les paquets de données qui circulent entre le réseau interne et externe. Il autorise ou bloque les paquets en fonction de règles prédéfinies. Il surveille les activités du réseau à la recherche de comportements anormaux ou suspects, ce qui peut indiquer des tentatives d'intrusion. Et il peut détecter et bloquer des tentatives d'attaque, telles que des attaques par déni de service ou les scans de port. Ce qu'on peut dire de l'utilisation de ces logiciels-là, c'est qu'ils fonctionnent souvent en tandem pour offrir une protection complète. Bien évidemment, les antivirus se concentrent sur la détection des logiciels malveillants sur les systèmes, tandis que les pare-feux protègent les points d'entrée et de sortie du réseau. Il est important cependant de noter que bien que ces outils soient essentiels, aucune solution de sécurité n'est totalement infaillible. C'est pourquoi une approche multicouche de sécurité est recommandée, y compris la sensibilisation et la formation des utilisateurs. De ce fait, nous allons nous plonger dans le chapitre suivant qui parlera des risques spécifiques de cybersécurité.
En parlant des risques spécifiques de cybersécurité, nous pouvons voir que nous avons plusieurs risques. Nous commencerons par l'un des risques les plus connus, si on peut le dire ainsi, le phishing, qui est une technique d'ingénierie sociale où des cybercriminels envoient des emails de messages pour tromper ainsi et inciter les utilisateurs à divulguer des informations personnelles telles que des mots de passe, des numéros de téléphone ou des numéros de carte de crédit. Il peut s'agir bien évidemment des emails d'escroquerie génériques visant toute personne possédant un compte. À la différence d'un phishing normal qui envoie des mails à des personnes lambda, bien sûr des mails à des personnes qui sont susceptibles d'avoir ou bien de se retrouver dans ce mail-là, par exemple des mails qui ont été montés et qui s'adressent à des utilisateurs possédant un compte PayPal, par exemple. Les cyberattaques, les cybercriminels savent que bon nombre de personnes possèdent, par exemple, un compte PayPal et ils peuvent donc se permettre d'envoyer des mails comme ça à tort et à travers à des personnes sans toutefois au préalable euh, étudier ces différentes personnes, sachant que sur 1000 personnes, il y aura plus de la moitié qui posséderont un compte PayPal et qui se sentiront concernés par ces différents mails-là. Et ce qui permettra pour ces derniers d'atteindre les objectifs. À la différence de ça, on peut retrouver le, le spear phishing. Alors, qu'est-ce que c'est? Si on essaie de concrétiser ça avec une image, à la différence du phishing normal qui peut s'illustrer par une canne à pêche jetée dans l'eau qui peut attraper des poissons sans toutefois faire une distinction entre elles. Le spear phishing, quant à lui, peut être illustré par un hameçonnage bien ciblé qui identifie sa proie et qui tire sur elle. En d'autres termes, elle cible un groupe ou un type spécifique de personnes, par exemple l'administrateur système d'une entreprise. Comme vous pouvez le voir, elle peut envoyer un email bien construit et bien précis à la personne lambda, qui peut l'inciter donc à pouvoir agir. Et il y a plusieurs façons de pouvoir identifier généralement ces différents mails. Ce sont des méthodes natives que beaucoup de personnes ne prêtent pas souvent attention parce qu'ils sont plus ou moins influencés par le mail qu'ils ont reçu. Par exemple, l'adresse email de l'expéditeur. Généralement, les gens qui se font passer pour PayPal ne peuvent pas avoir l'adresse email proprement dit de PayPal, l'adresse email avec le nom de domaine à la fin de paypal.com, paypal.fr et autres. Donc, ils sont obligés de créer une adresse email qui se rapproche le plus possible de ça. Et il suffit juste de prêter légèrement attention à l'adresse email pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas véritablement, d'un agent de PayPal. Et c'est généralement ces cybercriminels-là, ils nous incitent dans le message à répondre dans un délai très minime pour ne pas nous permettre de faire d'amples recherches. Alors, en second point, d'autres catégories de phishing, nous parlerons du smishing. Le smishing. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une attaque qui utilise une messagerie test ou un SMS pour mener l'attaque, comme vous pouvez voir sur l'image. Une technique de smishing courante consiste à envoyer un message, comme je l'ai dit, à un téléphone portable via un SMS contenant un lien cliquable ou un numéro de téléphone à rappeler. Un exemple fréquent d'attaque de smishing est un SMS qui semble provenir de votre banque.
il vous indique que votre compte a été compromis et que vous devez réagir immédiatement. L'assaillant donc vous demande de vérifier votre numéro de compte bancaire, votre numéro de sécurité sociale aussi, ou alors un autre numéro qui pourrait le mener directement à une information pertinente sur vous. Nous pouvons aussi voir le walling. Le washling, désolé vraiment pour la prononciation. C'est un type de phishing. Le walling est un type de phishing encore plus ciblé qui s'attaque aux baleines, si on peut l'illustrer comme ça. Comparé au précédent, il s'attaque généralement aux personnes les plus haut gradées de la structure. On peut notamment énumérer le PDG, le directeur financier ou d'autres directeurs de l'industrie ou une entreprise ou un partenaire ou un fournisseur en particulier de votre entreprise. Un email, ce type d'attaque peut stipuler que l'entreprise du destinataire est poursuivie en justice et qu'il doit cliquer sur le lien afin d'obtenir plus d'informations. Le lien vous conduira notamment vers une page où il vous est demandé de saisir des données essentielles sur l'entreprise, telles que le numéro d'identification fiscale ou le numéro de compte bancaire. On peut aussi voir le phishing par moteur de recherche. Alors, le phishing par moteur de recherche est également connu sous le nom de spam dissing ou cheval de Troie pour le référencement naturel, consiste pour un pirate informatique à faire en sorte de devenir le meilleur résultat de recherche. En gros, il se bat dans son référencement naturel pour être au top des résultats, vu qu'on a souvent tendance lors de nos recherches à faire les clics sur les premiers résultats qui affichent. Donc, dans le domaine bien précis, il fait l'effort d'être dans le top des meilleurs résultats, ce qui lui donnera bien plus de chances d'attirer un maximum d'intervenants, un maximum de proies. Ainsi, étant dans son site internet, vous êtes à découvert car inconsciemment, si je peux dire ainsi, inconsciemment, vous pouvez effectuer des opérations dans son site qui laisseront filtrer, qui laisseront paraître des informations cruciales, des informations assez importantes pour vous et qui le permettra bien évidemment de, en aparté ou en arrière-plan, de prendre ces informations et d'aller les utiliser. Alors, en parlant du malware, il s'agit de logiciels conçus pour endommager, voler ou compromettre des systèmes informatiques. Sans toutefois tarder, nous allons essayer de toucher un peu du doigt quelques types de logiciels malveillants. Nous commencerons par ransomware. Le ransomware, comme son nom l'indique, est un logiciel qui utilise le chiffrement pour empêcher la victime d'accéder à ses données jusqu'au paiement du rançon. C'est-à-dire les activités de l'entreprise visées sont totalement ou partiellement interrompues jusqu'au paiement sans qu'il y ait de garantie, ce que celui-ci sera suivi de l'envoi de la clé du déchiffrement nécessaire. C'est-à-dire le cybercriminel bloque toute manipulation possible au sein de votre entreprise, si on peut le voir de façon large, et vous demande une rançon, comme cette image bien illustrée, vous demande une rançon pour pouvoir débloquer l'accès, pour pouvoir vous remettre l'accessibilité de vos fichiers, de vos données, sans toutefois une garantie, bien sûr, parce que le fait que vous lui versez même une rançon ne garantit pas notamment qu'il puisse débloquer la situation. Donc, c'est un kit tout double. Et dans certains contextes, souvent, on n'a pas toutefois le choix que de verser la rançon. C'est le cas, par exemple, dans une ville qui a été victime d'une attaque et a entraîné la paralysie de l'ensemble des activités municipales pendant plusieurs semaines.
notamment la collecte des impôts, le transfert des propriétés et les emails de l'administration. Cette attaque, bien évidemment, a eu un impact assez important sur le plan financier, voire à des millions de dollars à la ville. Comme second logiciel, nous parlerons du hardware. Le hardware. Alors, qu'est-ce que c'est? Suite à une activité de navigation de l'utilisateur afin de déterminer quelle publicité afficher sur son écran. Elle est plus ou moins similaire au spyware, qui est beaucoup plus dans le domaine de l'espionnage là-bas. Elle n'installe aucun logiciel sur un ordinateur, n'enregistre pas ses frappes non plus. Elle porte atteinte à la vie privée de l'utilisateur. Les données capturées par l'hardware sont regroupées avec des données collectées ouvertement ou non sur l'activité de l'utilisateur sur l'Internet. On pourra prendre pour exemple l'hardware Farbell, qui a infecté plus de 250 millions d'ordinateurs et de terminaux en 2017, piratant des navigateurs pour modifier les moteurs de recherche par défaut et suivre l'activité en ligne. Cet hardware n'était pas seulement gênant, il pouvait aussi également exécuter un code à distance et télécharger des fichiers malveillants. Le cheval de Troie. L'un des logiciels malveillants que toute personne connaît si bien. Le cheval de Troie prend l'apparence d'un code ou d'un logiciel légitime. Une fois téléchargé par un utilisateur peu méfiant ou assez méfiant, prend le contrôle du système de la victime à des fins malveillantes. Les chevaux de Troie peuvent se dissimuler dans des jeux, des applications et même des correctifs logiciels pour voir à quel point c'est un logiciel qui est vraiment dévastatrice. Ils peuvent aussi également être incorporés dans des pièces jointes des emails de phishing. Nous pouvons prendre l'exemple d'un cheval de Troie bancaire sophistiqué en circulation depuis 2014. Il a été échappé aux méthodes de détection basées sur des signatures et persistant et contient des modules de propagation. Il a été tellement répandu qu'il fait l'objet d'une alerte émise par le ministère américain de la Sécurité intérieure, qui indique qu'il a coûté au gouvernement fédéral ainsi qu'aux administrateurs locaux, tribal et territorial jusqu'à 1 million de dollars. Nous pouvons voir aussi les verbes. Vous remarquerez sur l'illustration juste à côté que c'est une illustration qui porte plusieurs drapeaux, bien évidemment, parce que c'est un système d'exploitation. Ce logiciel malveillant cible des systèmes d'exploitation pour s'introduire dans les réseaux. Ils utilisent différentes méthodes pour accéder au système. Portes dérobées intégrées dans des logiciels de vulnérabilité, logiciels introduits ou clés. Notamment, c'est beaucoup plus via des clés USB que ce système transite. Et c'est par là, d'après les dires, si je prends l'exemple d'un verre, notamment celui qui est illustré sur l'image, il a été développé par les services de renseignement américains et israéliens pour retarder le programme nucléaire iranien. Il a été introduit par l'Iran par l'intermédiaire d'une clé USB. Bien entendu, il ne pouvait pas se doter que ce logiciel malveillant devait sortir de sa zone de prédilection et impacter bien d'autres régions, ce qui a malheureusement été le cas. Il a été propagé de façon agressive sans faire de gros dégâts, son unique fonction étant d'interférer avec les contrôles industriels gérant le processus d'enrichissement de l'uranium.
Alors, comme dernier logiciel malveillant que nous pourrons aborder, nous verrons le Rootkit, qui est un logiciel qui offre aux cybercriminels un contrôle à distance sur l'ordinateur de la victime avec des privilèges administrateurs complets. Ce dernier peut être injecté dans des applications, des noyaux, des hyperviseurs ou des firmware. Il propage par le biais d'emails de phishing des pièces jointes et des téléchargements malveillants, ainsi que de disques partagés compromis. Ils peuvent aussi, ils peuvent aussi également servir à dissimuler d'autres logiciels malveillants tels que des enregistreurs de frappe. C'est le cas par exemple de Zasenlo, qui est un système qui infecte le système lorsqu'un utilisateur télécharge une fausse application VPN. Une fois installé, il effectue une analyse de sécurité afin d'identifier et d'éliminer les autres logiciels malveillants. Il ouvre ensuite des navigateurs invisibles et interagit avec les contenus comme le ferait n'importe quel utilisateur en naviguant, sélectionnant et cliquant. Cette activité a pour but de tromper les logiciels d'analyse comportementale. La charge active de ce dernier se déclenche lorsque le logiciel malveillant clique sur des publicités avec des navigateurs invisibles. Cette fraude au clic publicitaire permet aux cybercriminels de percevoir une partie de la commission. Alors, les risques spécifiques de la cybersécurité. Nous parlerons ici des DDoS, DDoS qui visent à submerger un système ou un serveur avec un trafic énorme. Alors, sans toutefois entrer en profondeur dans les explications qui nous feront notamment perdre du temps, nous pouvons illustrer quelques exemples de DDoS, notamment les attaques sur la couche d'application. Les attaques sur la couche d'application. Déjà, l'objectif de cette attaque, couche d'application, bien évidemment, parfois appelée DDoS de la couche 7. L'objectif de cette dernière est d'épuiser les ressources de la cible afin de créer un déni de service. Les attaques ciblent la couche où les pages web sont générées par le serveur et fournies en réponse aux requêtes HTTP. Une requête HTTP unique ne coûte pas cher à exécuter, bien évidemment, côté client, mais peut être coûteuse pour les serveurs cibles qui, pour y répondre, doivent souvent charger plusieurs fois ou charger les fichiers à exécuter des requêtes de base de données afin de créer des pages web. Comme exemple, nous pouvons essayer de voir l'HTTP flood, qui est une attaque qui peut être comparée à une situation où l'on actualiserait inlassablement un navigateur web sur de nombreux ordinateurs différents à la fois. Cela donne lieu à un grand nombre de requêtes HTTP qui submergent le serveur, provoquant un déni de service. Ce type d'attaque peut présenter différents niveaux de complexité. Les mises en œuvre et les mises en œuvre les plus importantes peuvent accéder à l'URL avec la même plage d'adresses IP, de références et d'agents utilisateurs malveillants. Nous verrons ensuite les attaques protocolaires. Les attaques protocolaires, quant à elles, ont pour objectif d'épuiser les tables d'état provoquant une interruption de service en consommant avec excès les ressources des serveurs, les ressources des équipements réseau tels que les pare-feux et les équilibreurs de charge.
Les attaques protocolaires exploitent des faiblesses des couches 3 et 4 de l'API du protocole pour rendre la cible inaccessible. Comme exemple, nous pouvons avoir l'attaque Syn Float, SYN Float, qui est une attaque qui est comparable. En tant qu'attaque, elle est comparable à celle d'un employé qui travaille dans une réserve qui reçoit des demandes du comptoir du magasin. Bien évidemment, l'employé reçoit une demande, va chercher le paquet et attend une confirmation avant de transmettre au comptoir. Il reçoit ensuite de nombreuses demandes de colis sans confirmation jusqu'à ce qu'il ne puisse plus transporter aucun colis qui soit dérobé et que la demande commence à rester sans réponse. Cette attaque exploite la négociation en TCP, la conséquence de communication par laquelle deux ordinateurs démarrent une connexion réseau, envoyant à une cible un grand nombre de paquets. Requête de connexion initiale. Un grand nombre de paquets avec des adresses IP sources usurpées. Bien sûr, la machine cible répond à chaque demande de connexion, puis attend la dernière étape de la négociation qui n'a jamais lieu, ce qui épuise la ressource de la cible dans des processus. Nous verrons aussi une attaque volumétrique. Attaque volumétrique qui tente de créer une saturation en consommant toutes les bandes passantes disponibles. Toutes les bandes passantes disponibles, je disais, entre la cible et Internet. De grandes quantités de données sont envoyées vers la cible en utilisant une forme d'amplification ou un autre moyen de créer un trafic massif. C'est le cas de l'amplification DNS qui donne lieu à une situation qui serait celle d'une personne qui appellerait un restaurant et dirait « Je voudrais un pot de tout, s'il vous plaît. Veuillez me rappeler et me répéter ma commande complète. » Naturellement, en donnant comme numéro à rappeler celui-ci de la, en donnant un numéro à rappeler celui de la victime. Après tout, après très peu d'efforts, une réponse longue est générée et envoyée à la victime. Lorsqu'une requête est envoyée à un serveur DNS ouvert avec une adresse IP usurpée, bien sûr, l'adresse IP est l'adresse de la victime. C'est l'adresse IP cible qui reçoit une réponse du serveur. Nous verrons ensuite les attaques par force brute. L'attaque par force brute est une technique utilisée en cybersécurité pour tenter de trouver un mot de passe ou une clé en essayant systématiquement toutes les combinaisons possibles jusqu'à ce que la bonne soit trouvée. C'est une méthode brute et relativement simple, mais potentiellement efficace pour accéder à des comptes, des systèmes ou des données protégées par un mot de passe ou une clé. Nous pouvons essayer d'illustrer ça par une collecte d'informations. Avant de commencer une attaque de force brute, un attaquant peut collecter des informations sur la cible, comme le nom d'utilisateur, les habitudes de création des mots de passe ou d'autres indices qui pourraient aider à réduire le nombre de combinaisons à essayer. Ça, c'est une première. En second plan, il peut songer à une génération de combinaisons. L'attaquant génère toutes les combinaisons possibles de caractères, en commençant par des mots de passe courts et simples, puis en progressant vers des combinaisons plus longues et plus complexes. Il peut essayer de faire des essais répétés, notamment essayer chaque combinaison les unes après les autres en utilisant les outils automatisés pour accélérer le processus. Cela peut impliquer des millions, voire des milliards d'essais. Il peut découvrir et bon, ces essais répétés peuvent mener à la découverte du mot de passe ou pas, ou il peut découvrir le mot de passe. L'attaque se poursuit jusqu'à ce que le bon mot de passe soit découvert. Une fois que l'attaquant a trouvé le mot de passe, il peut l'utiliser pour accéder au compte ou à un système cible. Nous pouvons prendre l'exemple concret
Imaginons que vous avez un coffre-fort numérique protégé par un mot de passe à 4 chiffres. Un attaquant décide de mener une attaque de force brute pour accéder à votre coffre-fort. L'attaquant commence par essayer tous les codes possibles, commençant par 0, 4 fois, 001, 0002 et ainsi de suite. L'attaquant atteint éventuellement une combinaison 1, 2, 3, 4 et parvient à ouvrir le coffre-fort. Dans cet exemple, l'attaquant a réussi à accéder au coffre-fort en essayant toutes les combinaisons possibles jusqu'à ce qu'il trouve le bon code. Les attaquants de force brute peuvent être lents, nécessitant beaucoup de temps et de ressources, en particulier pour des mots de passe ou des clés longues et complexes. Cependant, elles peuvent être efficaces si les mesures de sécurité sont insuffisantes et si les mots de passe sont faibles. Raison pour laquelle certaines plateformes, comme je l'ai dit, exigent maintenant de nos jours à des utilisateurs plus ou moins paresseux de suivre une certaine conformité et de respecter une certaine nomenclature pour pouvoir enregistrer un mot de passe dans une plateforme lambda. Pour se protéger contre ces attaques, il est important d'utiliser des mots de passe forts, comme je le disais bien. Alors, à second point, nous verrons l'attaque de l'homme du milieu. Comme son nom l'indique, elle est également connue sous le nom d'attaque d'interception intermédiaire. C'est une attaque informatique où un attaquant s'insère entre les communications légitimes de deux parties et intercepte ou modifie les données échangées entre elles. Elle permet notamment à l'attaquant d'écouter et de capturer les informations sensibles échangées entre ces deux derniers, ce qui pourra entraîner des violations de la confidentialité, les fuites de données et d'autres problèmes de sécurité. Imaginons un scénario entre, comme l'image l'illustre bien, un scénario entre un utilisateur et un site internet, ou alors, si je puis me permettre, un scénario entre deux personnes, A et B, souhaitant échanger des informations confidentielles en ligne. Normalement, les communications sont sécurisées et chiffrées, mais un attaquant malveillant C peut réussir à s'insérer entre les communications. Pour terminer ces menaces, ou pour conclure sur ce chapitre, nous pourrons dire que ces menaces de cybersécurité sont réelles et peuvent avoir des conséquences vraiment graves. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour se protéger, telles que l'utilisation d'un VPN, la mise à jour régulière des logiciels, l'éducation des utilisateurs sur la sécurité en ligne et la mise en place de pratiques de sécurité robustes dans des entreprises et des organisations. C'est sur cette conclusion que nous terminons ce chapitre et que nous tombons sur la gestion des incidences de sécurité. La gestion des incidences de sécurité. La gestion des incidents de sécurité est regroupée en deux sous-parties, dont la première est le plan d'intervention en cas d'incident de sécurité. Alors, le plan d'intervention en cas d'incident de cybersécurité, également appelé plan de réponse aux incidents, est un document détaillé le plus souvent qui établit les procédures et les étapes à suivre en cas de découverte ou de soupçon d'un incident de sécurité. Nous pourrons essayer de décortiquer, si je peux le dire ainsi, ce plan en plusieurs étapes. En première étape, nous retrouvons la préparation. La préparation, qu'est-ce qu'on retrouve dans la préparation? Il s'agit là d'identifier les parties prenantes. Naturellement, déterminer les membres de l'équipe de réponse aux incidents et leur rôle spécifique. De mettre en place une chaîne de communication. En d'autres termes, établir une chaîne de communication claire pour alerter rapidement les parties concernées en cas d'incident et de définir les procédures. Élaborer un plan détaillé avec des étapes à suivre pour la détection, l'évaluation, la réponse et la résolution des incidents de sécurité.
En deuxième étape, nous avons la détection et l'évaluation. Elle peut comprendre la surveillance, surveiller en permanence les systèmes pour détecter les signes d'activité malveillante et d'anomalies. L'analyse des alertes, analyser les alertes de sécurité pour déterminer l'ampleur et la nature de l'incident. L'évaluation des risques, évaluer les impacts potentiels de l'incident et les systèmes, les données et les opérations de l'organisation. En étape 3, nous pouvons voir l'isolement. L'isolement et l'éradication. Ou si je dois me synchroniser à l'image qui est là, je dirais l'isolement, l'éradication et la récupération. Alors, isoler les systèmes affectés. Prendre des mesures pour limiter la propagation de l'incidence en isolant les systèmes compromis. Bloquer l'accès non autorisé. Révoquer les accès compromis et renforcer les contrôles d'accès. Éliminer les menaces. Supprimer complètement les malwares, les logiciels malveillants ou les accès non autorisés. Ensuite, restauration qui nous permettra de restaurer un système affecté à partir de la sauvegarde fiable pour retrouver un état sain. En étape suivante, nous verrons la communication et l'analyse post-mortem. Informer les parties prenantes internes et externes, y compris les utilisateurs, les clients et les autorités compétentes selon les politiques et les réglementations en vigueur. Effectuer une analyse approfondie de l'incidence pour comprendre ses causes et les leçons à tirer pour améliorer les mesures de sécurité futures. Et pour terminer, utiliser l'expérience acquise pour renforcer la sécurité globale et l'organisation. Le plan d'intervention en cas d'incident et de sécurité. Assurez-vous bien évidemment que tous les membres de l'équipe de réponse aux incidents sont formés et familiers au plan de cette intervention-là. Révisez régulièrement ce plan pour mettre à jour en fonction des nouvelles menaces et des évolutions technologiques. Un plan d'intervention bien préparé permettra à votre organisation de réagir efficacement aux incidents de sécurité et de minimiser les dommages potentiels. Le rôle de la sensibilisation dans la sécurité, le rôle de la sensibilisation à la sécurité dans la gestion des incidents. La sensibilisation à la sécurité joue un rôle crucial dans la gestion des incidents de cybersécurité en aidant à prévenir les incidents, à renforcer la création en cas d'incident, à réduire les impacts potentiels. La sensibilisation à la sécurité contribue à la gestion des incidents suivi d'un exemple concret. Nous allons pouvoir essayer d'illustrer cette dernière-là. Alors, le rôle de la sensibilisation à la sécurité dans la gestion des incidents. Le premier point est notamment la prévention. Une sensibilisation adéquate à la sécurité peut aider à prévenir les incidents en éduquant les utilisateurs sur les meilleures pratiques de sécurité, telles que l'identification des mails, l'utilisation des mots de passe solides et la navigation sécurisée en ligne. Nous voyons aussi en deuxième point la réduction des risques. Les employés conscients de la sécurité sont moins susceptibles de participer à des actions risquées en ligne, réduisant ainsi les chances d'activation involontaire, de menaces ou d'attaques. En troisième point, nous verrons la détection précoce. Les utilisateurs sensibilisés à la sécurité sont plus susceptibles de préparer les activités suspectes ou anormales, contribuant ainsi à une détection précoce des incidents. En quatrième point, nous verrons le signalement rapide. Lorsque des employés ou un employé sait comment signaler rapidement un comportement suspect, l'équipe de réponse aux incidents peut intervenir plus rapidement pour atténuer les dommages.
Et en dernier point, nous avons l'atténuation efficace. Une sensibilisation à la sécurité aide les utilisateurs à réagir correctement en cas d'incident, ce qui peut contribuer à une atténuation plus rapide et plus efficace. Nous pouvons prendre un cas pratique, l'utilisation de la sensibilisation pour prévenir le phishing. Imaginez une entreprise mettant en œuvre un programme de sensibilisation à la sécurité pour prévenir des attaques de phishing. Ils commenceront naturellement par une formation. L'entreprise organisera des sessions de formation régulières pour des employés expliquant les techniques de phishing et montrant des exemples d'emails suspects. Ensuite, ils verront des tests de sensibilisation. Ces derniers, l'équipe de sécurité enverra occasionnellement des emails pour pouvoir tester et simuler la réaction des personnes qui ont été préalablement formées pour ainsi évaluer les réactions de ces derniers. Ceux qui cliqueront sur les liens recevront ensuite une formation supplémentaire car ils n'ont pas été assez attentifs et n'ont pas pu identifier qu'il s'agissait d'un mail malveillant. En troisième étape, il y aura une sensibilisation continue. L'entreprise diffuse régulièrement des rappels de sécurité par mail, affiche dans des bureaux de discussion en ligne, rappelant aux employés les signes d'attaque et les actions à prendre. Ils termineront par un reporting et des récompenses. Naturellement, dans notre ère, chaque employé sera encouragé à signaler rapidement les emails suspects et recevra des récompenses pour les différentes contributions à cet égard. Résultat, en renforçant la sensibilisation et la sécurité, l'entreprise peut réduire considérablement le taux de réussite des attaques, améliorer la détection précoce et renforcer la réaction en cas d'incident. Cette sensibilisation est un élément essentiel de la gestion des incidents de cybersécurité, contribuant à créer une culture de la sécurité au sein de l'organisation même et à améliorer la résilience entre eux et les menaces en ligne. Alors, nous tombons sur le dernier chapitre, notamment la cybersécurité et le futur. En premier point, nous avons l'importance de l'innovation et de la vigilance continue. La cybersécurité et le futur. L'importance de l'innovation et de la vigilance continue dans le contexte de la cybersécurité est primordiale pour faire face aux défis en constante évolution posés par des cybermenaces et pour garantir la cybersécurité à long terme. C'est pourquoi ces éléments sont essentiels et comment est-ce qu'ils se rapportent à l'avenir de la cybersécurité? En parlant d'innovation et cybersécurité, nous verrons l'évolution des menaces. L'évolution des menaces qui jouent un rôle important dans le futur, notamment les cyberattaques qui deviennent de plus en plus sophistiquées et ciblées. L'innovation est nécessaire pour développer de nouvelles technologies, outils et méthodes de défense pour faire face à ces menaces émergentes. L'intelligence artificielle, qui est le second point, elle peut être utilisée pour détecter et prévenir les attaques en temps réel en analysant de grands ensembles de données pour identifier des chemins suspects. Bien évidemment, l'intelligence artificielle n'est pas seulement utilisée pour se protéger, car même ces cybercriminels l'utilisent aussi pour pouvoir peaufiner et parfaire leurs attaques. Alors, c'est une carte qui profite aux deux parties. La cryptographie avancée. La cryptographie avancée, l'innovation dans le domaine de la cryptographie permet de créer des systèmes de sécurité plus robustes pour propager des données sensibles et des communications. Un second point après l'innovation en sécurité, nous avons la vigilance continue.
La vigilance continue qui peut s'illustrer par un environnement en constante évolution. Les paysages technologiques et de cybersécurité évoluent rapidement, très rapidement, bien plus qu'on peut le penser. La vigilance continue garantit que les mesures de sécurité sont constamment adaptées pour répondre aux nouvelles menaces et vulnérabilités. Les formations et la sensibilisation. La formation régulière du personnel, comme je l'ai tantôt si bien dit, une formation sur mesure sur les dernières menaces et les meilleures pratiques de sécurité maintient un niveau élevé de vigilance parmi les utilisateurs finaux. Une surveillance proactive, une surveillance constante qui permet de détecter rapidement des activités suspectes et des anomalies permettant une réponse rapide en cas d'incidence. Je profite aussi, bien évidemment, vu qu'on parle de formation et de sensibilisation, pour pouvoir intégrer une légère transition sur le centre de formation IPE, qui, en plus des formations certifiantes qu'elle propose aux différents candidats, aux différents professionnels africains et du monde, elle a aussi dans sa manche des formations thématiques qui pourront, si c'est que on essaie de faire un parallèle avec ce sujet, qui pourra essayer de profiter de façon importante aux différents employés d'une entreprise lambda sur la sensibilisation et la formation dite dans les différents domaines, notamment ceux des meilleures pratiques en cybersécurité, car la réalité a montré que ce ne sont pas seulement les utilisateurs ou des personnes de profession, des personnes qui sont dans le domaine de la cybersécurité qui sont aptes à toujours avoir des formations, car ceux qui sont notamment les plus enclins de pouvoir laisser entrer les différentes failles par des manipulations indésirables sont des personnes qui sont d'autres domaines. Et ce sont ces derniers-là qui sont généralement laissés à eux lors des formations de ce type. Alors, sans toutefois perdre un temps, je vais terminer par le dernier point qui est la protection de la vie privée dans un monde numérique en évolution. La protection de la vie privée dans un monde numérique en constante évolution est devenue un enjeu majeur. Alors que la technologie continue de progresser et que nos vies sont de plus en plus numérisées, il est essentiel de prendre des mesures pour préserver la vie privée des individus. Voici pourquoi la protection de la vie privée est importante, pour ne pas dire extrêmement importante, et comment elle peut être assurée dans ce contexte en évolution. Une importance de la vie privée. L'importance de la vie privée pour un utilisateur met en avant plusieurs aspects, notamment la confiance. La protection de la vie privée favorise la confiance des utilisateurs dans l'utilisation des technologies et des services en ligne. Les individus sont plus enclins à utiliser des services s'ils sont assurés ou s'ils ont une assurance que leurs données personnelles sont bel et bien sécurisées. Le contrôle. La protection de la vie privée permet aux individus de garder le contrôle sur leurs données personnelles et de décider comment celles-ci sont collectées, utilisées et partagées. La prévention des abus. La protection insuffisante de la vie privée peut conduire à des abus tels que le vol d'identité, la surveillance abusive et la manipulation des données à des fins malveillantes. Et aussi le respect des droits fondamentaux. Une vie privée est un droit fondamental reconnu par de nombreuses législations et constitutions à travers le monde. Protéger la vie privée contribue au respect de ces droits. Comment assurer
Si je puis me permettre de poser cette question, comment assurer la protection de la vie privée dans un monde numérique en évolution? Bien entendu, il s'agit d'une question rhétorique. Pour répondre à cette question, on peut illustrer plusieurs points qui est l'éducation et la sensibilisation. Encore qui revient, les individus doivent être informés des risques pour la vie privée en ligne et des mesures qu'ils peuvent prendre pour se protéger. Le contrôle des paramètres de confidentialité. Utiliser des paramètres de confidentialité disponibles sur des plateformes en ligne peut contrôler les informations que vous partagez avec qui vous les partagez. Le chiffrement de données. Utiliser des outils de chiffrement pour protéger les communications en ligne et les données stockées. Le consentement éclairé. Lorsque vous partagez des données personnelles, assurez-vous de comprendre pourquoi elles sont demandées et donner un consentement éclairé. Utilisation d'outils de protection de la vie privée. Utiliser des navigateurs avec des bloqueurs de trackers, des moteurs de recherche axés sur la vie privée et des services de messagerie sécurisés. La législation en réglementation. Les gouvernements et les organismes de réglementation jouent un rôle plus ou moins important en établissant des lois et des règles pour protéger la vie privée des individus en ligne. Et pour terminer, le développement responsable de la technologie. En entreprise, les développeurs doivent concevoir des produits et des services en intégrant la protection de la vie privée dès le départ. Et pour conclure sur ce chapitre, la conclusion de la vie privée est un défi continu à mesure que les technologies évoluent, mais en prenant des services proactifs et en restant conscients des enjeux, nous pouvons préserver la vie privée dans un monde numérique en constante évolution. Je vous dirais bien merci à tous, mais j'ai cru vaincre la partie qui parlait essentiellement sur les principes de base de la cybersécurité était l'une des parties où il y avait eu des problèmes de connexion et bon nombre de personnes n'écoutaient notamment pas ce qui se passait à ce moment-là. Donc, j'ai décidé donc de faire un feedback sur cette partie pour essayer de faire rapidement une légère survolée. Alors, les principes de base de la cybersécurité. Des principes de base, nous parlerons de la confidentialité qui consiste à garantir que les données sensibles sont protégées contre l'accès non autorisé, empêchant ainsi leur divulgation à des personnes non autorisées. Sur le cas, par exemple, lorsque dans le contexte où vous utilisez une application de messagerie qui utilise le chiffrement, vos messages sont transformés en un format illisible. Comme WhatsApp sait si bien le dire, illisible pour toute personne qui intercepterait la communication, garantissant ainsi que seuls l'expéditeur et le destinataire puissent lire ce qu'ils ont écrit. Nous parlerons de l'intégrité. L'intégrité assure bien évidemment que les données restent exactes, cohérentes et non altérées au cours du stockage, de la transmission ou du traitement. C'est le cas, par exemple, d'un système de gestion de base de données qui utilise des fonctions de hachage pour stocker des empreintes numériques. Lorsqu'une donnée est modifiée, le hachage est également modifié, signalant ainsi une altération de données. La disponibilité, en troisième point, qui garantit que les systèmes et les données sont accessibles et opérationnels quand ils sont nécessaires. C'est le cas, par exemple, de les différentes entreprises qui nous fournissent des hébergements cloud, qui ne peuvent pas se passer de cet aspect de disponibilité via un système de redondance de serveur qui permet de soutenir lorsque un serveur est peut-être inaccessible ou endommagé, permet à ce qu'un deuxième puisse automatiquement, sans interruption, prendre la relève et ainsi assurer la disponibilité en temps réel des informations des utilisateurs dans le cloud. En quatrième point, nous pourrons parler de l'authenticité qui concerne l'identification et la vérification des utilisateurs des systèmes de données pour s'assurer qu'ils sont légitimes et non falsifiés.
pour pouvoir promouvoir cet aspect, nous parlerons des authentifications à deux facteurs, bien évidemment, qui, lorsqu'un utilisateur se connecte à un service, il doit fournir une combinaison à deux facteurs comme un mot de passe et un code envoyé sur son téléphone pour prouver qu'il s'agit bien de lui. En cinquième point, nous parlerons de la non-répudiation qui empêche un expéditeur de nier l'envoi d'un message ou une action effectuée en ligne. C'est le cas, par exemple, des signatures numériques. Lorsqu'un document est signé numériquement, il est lié à l'identité de l'expéditeur. Et il est difficile pour ce dernier-là de nier l'avoir signé. Et en sixième et dernier point, nous aborderons la sécurité en couche, qui est une défense en profondeur utilisant plusieurs niveaux de sécurité pour protéger les systèmes, les données et les utilisateurs afin de produire les risques de vulnérabilité. Nous pourrons par exemple parler des pare-feux, des antivirus, des contrôles d'accès qui utilisent une combinaison de pare-feux, d'antivirus pour contrôler les accès. Une organisation renforce la sécurité en ajoutant bien sûr plusieurs barrières pour se protéger contre les menaces. Ces principes de base de la cybersécurité sont fondamentaux pour prévenir et répondre aux attaques et aux incidents de sécurité. En les mettant en œuvre de manière appropriée, les organisateurs et les individus peuvent renforcer leur posture de sécurité en ligne. C'est sur ces dernières paroles que je vous remercie pour votre attention et pour toutes les questions que vous avez à poser. Je vous invite de rejoindre le groupe Audi Connect. Comme je l'ai dit au début, est un groupe où vous vous sentirez chez vous avec les autres professionnels du domaine, pas seulement de cybersécurité, mais c'est un groupe qui réunit un ensemble de domaines pour permettre à ces derniers de briser plus ou moins les barrières qui endiguent un peu leur conception du monde professionnel, ou bien qui les permet tout simplement de se libérer des chaînes du domaine dans lequel ils sont. Alors, je vous invite de rejoindre ce groupe et de poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit. Il s'agissait là du premier webinaire du domaine de cybersécurité et des systèmes d'information qui était notamment un peu généraliste et vraiment théorique. Mais à partir des futurs webinaires, nous essaierons d'être un peu plus concrets dans nos dires et de toucher du doigt les points les plus pertinents un par un. Ces webinaires seront faits chaque mois et seront de plus en plus pertinents. Alors, je vous remercie pour tout et je vous remercie pour votre attention. Passez une bonne soirée ou une bonne journée pour d'autres et passez un bon week-end. Merci à vous.